Chaque région du monde a une histoire incroyable, parsemée de ses propres civilisations, peuples et empires. L'Amérique ne déroge pas à la règle et, quand on pense à son histoire précoloniale, souvent le premier sujet qui nous vient en tête, c'est celui des Aztèques. D'un grand empire mystérieux à l'histoire légendaire, aux sacrifices, aux temples et aux tenues typiques, toute une civilisation qui s'est effondrée en bien peu de temps après le passage des conquistadors espagnols. Pourtant, la plupart d'entre nous connaissent en réalité plutôt mal cette histoire, au-delà de ces quelques clichés. Je vous propose donc aujourd'hui de l'explorer rapidement avec moi, d'en apprendre plus sur la naissance, l'expansion et la chute de l'un des plus puissants empires de l'histoire américaine, la grande histoire de l'Empire aztèque. Depuis toujours, la frontière nord de la Mésoamérique sépare le monde sédentaire et culturellement influent du monde nomade, des barbares, les Chichimeques, comme on les appelle alors. Ces peuples ont longtemps été trop divisés pour entreprendre plus que de brefs mais destructeurs raids vers le sud. Mais ceux-ci, avec le temps, devinrent plus importants, plus nombreux, et innovèrent en introduisant l'usage de nouvelles armes, dont l'arc. Leurs incursions se firent alors plus ambitieuses, et au cours du VIe siècle, ils participèrent à la chute et à la destruction de Teotihuacan, l'une des plus grandes villes du monde dont l'influence s'étendait sur la majeure partie de la Mésoamérique. Les Chichimeques s'installèrent alors dans la Meseta centrale, où ils s'emparèrent de nombreuses cités, et ainsi, ce peuple barbare se mêla aux populations locales, et quelques siècles plus tard, fut probablement à l'origine de la chute de nombreuses autres grandes cités, notamment la légendaire Tula, capitale des Toltecs, nom qui signifie maître bâtisseur, et qui seront, plus tard, vus comme le peuple à l'origine de toute civilisation par les Mésoaméricains. Le pillage de cette capitale, vers 1168, a une conséquence inattendue. Une tribu chichimèque se met en marche. Les hommes quittent leur ville, Aztlán, et partent vers le sud, conduits par 4 prêtres, portant sur leurs épaules l'effigie de leur dieu Huitzilopochtli, le colibri jaune, qui guide leur migration. Derniers arrivants, traités partout comme des barbares, ils sont malgré tout accueillis par le souverain de la puissante Cuyoacán, qui leur permet de s'installer à la limite de son royaume, dans les marécages du lac Texcoco. Celui-ci les traite alors comme des serfs et les condamne à une vie misérable, mais consent, au bout d'un certain temps, à offrir l'une de ses filles en mariage au jeune chef de la tribu, qui accepte volontiers cet honneur, et en réponse, fait le choix de faire de sa nouvelle femme une divinité, en la sacrifiant. Découvrant le sort de sa fille, le roi chasse alors les nouveaux arrivants qui s'engagent dans un nouvel exil. Après quelque temps, leurs prêtres aperçoivent, sur un îlot au centre du lac Texcoco, un aigle posé sur un cactus, en train de dévorer un serpent. C'est un signe divin. La petite tribu s'installe alors sur cet îlot marécageux où aucun autre peuple n'a cherché asile, et à la demande de ses prêtres, il abandonne son mode de vie nomade. C'est ici, dans la vallée de Mexico, entouré de lacs et de marécages protecteurs, idéalement situé pour le commerce, que les Aztèques fondent Tenochtitlan en 1325. Tenochtitlan a ainsi commencé son histoire comme n'importe quelle autre petite ville mésoaméricaine, comme un pouvoir local et peu influent. Pendant longtemps d'ailleurs, les Aztèques sont restés vassaux de la plus grande puissance de la région, la cité d'Azcapotzalco, à laquelle ils versent le tribut et louent leurs hommes comme mercenaires, en échange de quoi ils profitent de sa protection. D'ailleurs, désavantagés par leurs origines chichimèques, les Aztèques se trouvent des ancêtres plus prestigieux en choisissant des princes toltèques de Culhuacán comme souverains. Le premier d'entre eux, qu'on connaît en tout cas, est Acamaplichi, qui règne sur les Aztèques dans la seconde moitié du XIVe siècle. Toutefois, tout cela n'empêche pas Tenochtitlan de mener des campagnes militaires,
souvent en accompagnant son suzerain d'Azcapotzalco, mais aussi d'étendre son influence en tissant des alliances avec d'autres cités de la région. Et c'est d'ailleurs de cette façon qu'elle renforce le plus sa position. Mais le statu quo entre les deux cités, Tenochtitlan et Azcapotzalco, ne peut se maintenir alors que la première gagne de plus en plus en influence dans la région, ce qui dérange sa suzeraine, et notamment le roi de celle-ci, Maxtla. Ce dernier multiplie les offenses et fait son possible pour opprimer les Aztèques et écraser leur puissance naissante, ce qui aboutit sur une guerre. Mais Tenochtitlan peut compter sur les précieuses alliances qu'elle a tissées, et avec l'aide des cités de Texcoco et de Tlacopan, les Aztèques renversent le pouvoir d'Azcapotzalco, détruisent la cité et sacrifient son roi. C'est le point de départ de l'expansion et de la domination aztèque sur la Mésoamérique, mais aussi celui de l'amitié solide qui accompagnera les trois cités jusqu'à la chute de l'Empire. Mais cette victoire n'a rien à voir avec le hasard. Tenochtitlan s'est doté d'une armée puissante qu'elle développera tout au long de son histoire. Les Aztèques peuvent ainsi compter sur une armée régulière, composée de guerriers professionnels formés dès leur plus jeune âge, et bien organisés en plusieurs unités, ayant chacune un rôle sur le champ de bataille, ce qui permettait de mettre en place des tactiques dévastatrices avec des formations en rang serré, mais aussi des embuscades et des pièges. Ces hommes étaient correctement équipés avec toute une variété d'armes de mêlée, souvent faites en obsidienne chez les troupes d'élite, qui est une pierre qui, une fois taillée, était à la fois très tranchante et fragile, mais aussi de nombreuses armes à distance, autant d'arcs que de javelots, de saguets ou de frondes. Tout ça était évolutif, puisque les Aztèques incorporent les stratégies et les équipements des peuples qui conquièrent. Enfin, ceux-ci ont aussi développé un système de communication efficace et rapide, qui leur permet de coordonner les mouvements militaires à travers l'Empire. Ils utilisent pour ça des marchands messagers, qu'on appelle les Poctécas. Ce sont tous ces éléments qui s'apprêtent à permettre la naissance d'un nouvel empire dans la région. C'est avec le règne d'Itazcoal que l'histoire aztèque prend une toute autre tournure. Il est un grand souverain qui a mis en place un code de loi, promu l'éducation, l'art, la littérature et la musique, et permis l'épanouissement économique de Tenochtitlan, et surtout, qui a mis sur pied un empire gigantesque. Il est à l'origine de la création d'une puissante confédération dès le début de son règne en 1428, la Triple Alliance, qui regroupe les trois cités-États majeures de la vallée de Mexico, Tenochtitlan, Texcoco et Tlacopan. La première, dont il est le souverain, est la plus puissante de l'Alliance, dont elle prend la tête en assumant sa direction politique, religieuse et militaire. La seconde, Texcoco, apporte son expertise dans les domaines de la littérature, de l'éducation et de la gouvernance. Et enfin, la troisième et plus faible, Tlacopan, est stratégiquement située et apporte un soutien militaire et politique important à l'Alliance. C'est cette triple alliance qui a mené d'importantes campagnes militaires et fondé un grand empire mésoaméricain, en soumettant de nombreux peuples et cités-États. Les royaumes soumis payent alors un tribut en biens matériels, nourriture, produits artisanaux ou autres ressources, ce en échange de quoi les alliés leur offrent leur protection et certains avantages économiques. Les territoires conquis sont ensuite répartis entre les membres de l'Alliance, et les tributs prélevés sur les cités soumises sont partagés équitablement. D'ailleurs, l'Empire ne s'est pas étendu que par les conquêtes. La diplomatie permet souvent aux Aztèques de tisser des alliances et de tirer des cités dans son aire d'influence en échange de cadeaux, de mariages, de protection ou d'échanges commerciaux bénéfiques pour les deux côtés. C'est ce système de triple alliance qui permet aux Aztèques de maintenir une domination politique et militaire sur la grande partie de la région, tout en restant, avec Tenochtitlan, le centre de tout ce système, puisqu'étant la cité la plus puissante du trio. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'empire aztèque, quand bien même les habitants des deux autres cités de l'Alliance ne soient pas issus de ce peuple. Quoi qu'il en soit, cet empire s'est de plus en plus étendu sous les règnes d'empereurs guerriers, à commencer par Itazcoatl donc, mais dont l'héritage a été fructifié par Moctezuma Ier,
qui a stabilisé et fait prospérer l'Empire en plus de l'agrandir. Puis par Aksayakat, qui a mené des campagnes militaires audacieuses vers des territoires éloignés et renforcé l'administration, la justice et le gouvernement de l'Empire. Puis par Tizok aussi, qui est parvenu à élargir les frontières de l'Empire malgré quelques revers et résistances lors de ses campagnes. Mais surtout par Ahuitzol, qui a mené l'Empire à son apogée territorial et culturel. Enfin, le dernier à étendre l'Empire est Moctezuma II, mais son règne ne s'achève pas aussi joyeusement que celui de ses prédécesseurs. Quoi qu'il en soit, tout ça est facilité, on l'a vu, par l'efficacité de l'armée aztèque, mais aussi par la flexibilité de sa population qui, en profitant des avancées dans les domaines agricoles, peut abandonner pendant un certain temps son activité et se mobiliser très rapidement pour la guerre, tout en étant assuré de toujours pouvoir se nourrir. Tout ça sans oublier que les tribus permettent aussi d'assurer un approvisionnement de l'armée et de la population. De plus, les Aztèques ont une vision du monde et de la guerre qui est profondément liée à leur religion et à leurs croyances. Les rituels de guerre et les sacrifices humains font partie intégrante de leur culture. Et cela peut avoir donné lieu à des conflits et des campagnes militaires pour capturer des prisonniers destinés aux sacrifices rituels. Cela permet de légitimer les conflits qui, en dehors de l'expansion de l'influence aztèque, fournit des prisonniers pour répondre à la demande en sacrifice des dieux, sans lesquels ils ne peuvent assurer la survie de l'univers. Ainsi, il est bien plus important pendant les guerres de faire des captifs que de tuer ses ennemis, ce qui portera préjudice aux Aztèques plus tard. L'une des conséquences de l'expansion aztèque est d'avoir fait de Tenochtitlan l'une des plus imposantes et rayonnantes villes du monde. Construite au milieu d'un lac, ses habitants ont dû se développer en mettant en œuvre des infrastructures impressionnantes, des canaux, des aqueducs, des ponts et des îles artificielles flottantes. Dans ce cadre, faire de l'agriculture est un véritable défi, surtout lorsqu'on sait qu'il faut nourrir une population de 200 à 300 000 âmes, à une époque où Paris n'en accueille encore que près de 150 000. Pour ça, les Aztèques se reposent sur des chinampas, des îlots artificiels fertiles sur lesquels on peut cultiver toute une variété de cultures, allant du maïs aux tomates jusqu'aux fleurs. Mais tout ça n'est rendu possible que par l'irrigation très efficace de la ville, sans pour autant que toutes ces infrastructures ne la rendent compliquée à traverser. Tenochtitlan est une merveille d'architecture et d'urbanisme, bien loin des labyrinthiques villes européennes de l'époque. Le commerce fait aussi la richesse de cette cité qui, en profitant de son empire, établit des routes commerciales terrestres et fluviales vers les régions les plus éloignées. Pour faciliter tout ça, on se repose alors soit sur des produits précieux comme le cacao, le coton, les plumes ou certains coquillages, soit sur une monnaie locale, le quechli. Autour de tout ça s'organise une société hiérarchisée où chacun a une place bien établie. Le roi, la noblesse, les prêtres, les guerriers, les marchands, les artisans, les agriculteurs et les esclaves. La majorité des gens naissent et restent toute leur vie dans l'une de ces classes. Mais l'ascension sociale n'est pas impossible et un mariage stratégique, un acte de bravoure militaire ou une réussite exceptionnelle dans un domaine peut propulser certains hommes nouveaux. La vie est rythmée par deux calendriers, le solaire de 365 jours et le rituel de 260 jours, qui donne un sens à chaque jour et définit quelle activité doit y être pratiquée ou non. La religion, qui met en avant un panthéon complexe, s'appuie sur ces calendriers tandis que les nombreux rituels, notamment les sacrifices, rythment le quotidien des Aztèques. C'est tout cet ensemble qui a permis à ceux-ci de gouverner efficacement leur territoire, de coordonner les activités économiques, de maintenir l'ordre et de promouvoir la cohésion sociale. Cependant, tout ça ne peut durer infiniment, et bientôt de nouveaux arrivants font leur apparition en Mésoamérique. Cela fait quelque temps maintenant que des étrangers sont entrés en contact avec les peuples mésoaméricains.
surtout du côté des Mayas dans un premier temps, mais un navire a récemment accosté dans des terres qui font partie de la zone d'influence de la Triple Alliance, à Tokpan. Ces étrangers, à la peau blanche, qui partent à la recherche de territoires et de richesses sur des embarcations inconnues, rappellent à l'empereur Moctezuma II et ses prêtres certaines légendes. Aussi se demande-t-on si ceux-ci ne seraient pas des divinités. Lorsque plusieurs centaines d'entre eux débarquent finalement dans l'Empire, l'empereur leur fait envoyer un émissaire et plusieurs cadeaux. Il essaye ainsi de tirer tout cela au clair. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Ces étrangers, dirigés par un certain Hernán Cortés, ressemblent définitivement à des divinités. Or, les légendes ne sont pas tendres, et on s'inquiète côté aztèque. On pense que celles-ci sont venues pour punir les hommes. Tout cela ne s'arrange pas alors que les étrangers écrasent une armée tlaxcaltèque, un peuple rival des Aztèques, et se rendent dans leur capitale, Tlaxcala, où ils font alliance contre Moctezuma II. L'empereur ne peut non plus s'opposer à la prise et au pillage de Cholula, la seconde plus grande cité de l'Empire, par les forces combinées des étrangers et de leurs nouveaux alliés tlaxcaltèques. Cette fois, c'est sûr, ce certain Hernán Cortés est une divinité venue pour punir Moctezuma. Ce dernier pense alors à s'enfuir, mais son entourage l'en dissuade, et il part plutôt à la rencontre des étrangers, avant de les inviter dans son palais à Tenochtitlan. Mais les choses se passent de plus en plus mal. Ces invités agités se transforment en tortionnaires et tentent de convertir l'empereur à une nouvelle croyance. Cortés se permet même de profaner le temple local et d'y faire placer une croix. La population de la cité accepte alors de moins en moins cette présence étrangère. Mais voilà qu'après plusieurs semaines, la divinité Cortés quitte la ville avec plusieurs centaines de ses hommes, laissant l'empereur et sa cour entre les mains de l'un de ses lieutenants, qui, après quelque temps, en profite pour tous les massacrer, à l'exception de Moctezuma. Lorsque Cortés rentre à Tenochtitlan avec des renforts, la ville se révolte et les Aztèques s'en prennent par milliers aux étrangers. Divinité ou non, la situation n'est plus acceptable. Les conquistadors vont jusqu'à éliminer l'empereur avant de prendre la fuite de nuit. Nombre d'entre eux sont massacrés tandis que la capitale est enfin libérée. Mais le conflit ne s'arrête pas là. Cuitlahuac, qui a été désigné empereur pendant la captivité de Moctezuma, prend les armes et poursuit les étrangers jusqu'à Otumba. Là, des dizaines de milliers de guerriers aztèques font face à quelques dizaines de conquistadors et plusieurs centaines de leurs alliés tlaxcaltèques. Mais malgré ce désavantage numérique, ils parviennent à s'en sortir et à rejoindre Tlaxcala. Mais bien pire que cette défaite, les Aztèques sont touchés par une maladie nouvelle qui décime la population et les guerriers. Même l'empereur y perd la vie. La situation devient alors de pire en pire. Les Aztèques ne trouvent aucun soutien parmi leurs cités tributaires, qui voient les Espagnols comme des libérateurs, tandis que de leur côté, ceux-ci reçoivent des renforts par la mer et voient leurs alliés locaux se renforcer, se préparant pour une grande offensive. Celle-ci ne se fait pas attendre. Ils s'emparent rapidement de Texcoco, la deuxième cité de la Triple Alliance, dont une partie de la population rejoint même les Espagnols pour s'attaquer à Tenochtitlan, devant laquelle ils mettent d'ailleurs rapidement le siège, accompagnés par plusieurs dizaines de milliers d'alliés indigènes. La supériorité technologique des conquistadors leur permet de prendre rapidement le contrôle du lac et de souvent remporter les combats. Mais les Aztèques n'abandonnent pas et sont des adversaires coriaces qui s'adaptent aux technologies espagnoles, bien qu'ils n'en fassent jamais usage eux-mêmes. Les envahisseurs subissent même certaines défaites, et le siège est loin d'être simple. Ils doivent parfois regarder, impuissants, leurs camarades capturés être sacrifiés sur le temple de la ville. Malgré tout, à force de destruction, les Espagnols parviennent à s'installer durablement dans la cité et à avancer de plus en plus loin. Le 13 août 1521, après 75 jours de siège et plus d'une centaine de milliers de morts côté aztèque, la ville est finalement prise, ainsi que le dernier empereur qui finira exécuté quelques années plus tard. Il aura fallu moins de 2 ans aux conquistadors pour provoquer la chute du plus puissant empire mésoaméricain de l'histoire. Ainsi, la Nouvelle-Espagne naît sur les cendres d'un grand empire et prend d'une certaine façon sa suite,
en devenant la plus importante colonie espagnole du Nouveau Monde, centrée sur sa capitale, Mexico, elle-même construite sur les ruines de Tenochtitlan. En réalité, les Aztèques n'abandonnent pas totalement le combat en 1521. Certains foyers de résistance continuent de poser problème aux conquistadors pendant encore plusieurs années. Mais rien de tout ça n'est suffisant et, par la suite, le catholicisme vient progressivement remplacer les anciennes croyances, tandis que des cathédrales sont fondées sur les anciens sites religieux. La transition n'est pas simple pour les indigènes. Les maladies déciment leurs rangs pendant longtemps et ils subissent la domination européenne qui exploite à outrance cette main-d'œuvre abondante. Certains peuples s'en sortent toutefois mieux que d'autres. Les Tlaxcaltèques, par exemple, reçoivent certains privilèges pour les remercier de l'aide cruciale qu'ils ont apportée à Cortés. Toutefois, tout cela n'efface pas l'histoire aztèque et l'incroyable empire qui a dominé la Mésoamérique pendant tout ce temps, à une époque où les villes de la région étaient bien souvent parmi les plus développées du monde. La division des pouvoirs locaux a fait la richesse de Tenochtitlan, au travers de ses alliances et des tribus qui en découlaient, mais a aussi été la première raison de sa chute, lorsque tous se sont ralliés aux conquistadors, alors vus comme des libérateurs. Bref, j'espère que je suis parvenu à retracer les grandes lignes de cette histoire au travers de cette vidéo. N'hésitez pas à m'aider à atteindre mon objectif des 100 000 abonnés si la vidéo vous a plu. Et encore une fois, merci aux membres qui soutiennent la chaîne chaque mois pour quelques euros, qui sont d'une grande aide. Et j'espère pouvoir vous retrouver bientôt pour un prochain épisode d'histoire.